Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Florence Masselot, naturopathe animalier. Bonjour Florence. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir également. Donc, Florence, vous animez une chaîne YouTube, mais vous accompagnez aussi les personnes avec, bien sûr, leurs animaux de compagnie. C'est un petit peu la base et la thématique aujourd'hui. Et tout d'abord, Florence, même si le mot naturopathe, même si la consonance est connue, qu'est-ce que ça veut dire être un naturopathe animalier aujourd'hui? Alors, être naturopathe animalier, ça va être accompagner les animaux. Le but d'un naturopathe animalier, bon, c'est un peu l'art, on va dire, de soulager les animaux par des choses qui sont un peu plus naturelles. Voilà, simplement. Grosso modo. Grosso modo. Donc, OK, mais le rôle, parce que là, c'est le but, c'est l'objectif Ouais. derrière tout ça, je suppose. Alors, le Voilà, le rôle, rôle c'est de plus trouver la cause. fondamental. Voilà. Ouais, c'est de trouver la cause. C'est de trouver la cause du dérèglement pour essayer d'avoir un soulagement pérenne. Et C'est surtout, ben, ça. dans quel cas on fait appel à un vétérinaire, bon, un naturopathe animalier, parce que le mot vétérinaire, on y viendra après, mais dans Mmh. quel cas on fait appel à un naturopathe animalier? Est-ce que il est déjà important d'être dans la démarche par rapport à l'animal? Est-ce que, par exemple, un animal qui est déjà sous traitement chimique allopathique par rapport à un symptôme, est-ce qu'on peut faire une complémentarité avec la naturo? Comment ça se passe? Allez, on va essayer d'être un petit peu plus en profondeur. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben, en fait, ce que je préfère faire, clairement, c'est de la prévention. Voilà. L'animal est petit, il a vu le vétérinaire pour les premières choses à faire, les vaccins, vermifuges, et cetera. Il y a aucun souci. Moi, j'arrive en complément. La naturopathie animale, c'est vraiment de la complémentarité de soins et les personnes, font appel à moi en général pour de la prévention, mais aussi malheureusement, mais ça, c'est typiquement français, quand il y a une pathologie qui se déclare. Et souvent, c'est bon, voilà, ça peut être des fois un peu trop tard, mais on y reviendra. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'être complémentaire avec le vétérinaire. Donc, le vétérinaire n'est pas forcément naturopathe animalier, et moi, je ne suis absolument pas vétérinaire. Mais ce qui est bien, c'est d'être ensemble dans le soin et dans le bien-être qu'on va apporter à l'animal. C'est vraiment ça qu'on essaye de rechercher. C'est vraiment de la complémentarité de soins. Donc, on m'appelle quand il y a déjà un diagnostic vétérinaire qui a été posé, s'il y a besoin, si l'animal a déjà une pathologie. Et bien sûr, il est possible de faire une complémentarité de soins, même si l'animal est déjà sous traitement allopathique. Et dans ces cas-là, je propose toujours des pistes. Et dans le disclaimer que je mets en place au début des protocoles, c'est toujours bien écrit qu'il faut partager ce protocole avec le vétérinaire pour qu'il sache éventuellement ce qui ne sera pas bénéfique à son état de santé ou au contraire ce qui sera bénéfique. Il pourra peut-être se dire, voilà, cette molécule-là, on l'a déjà essayée, c'est pas la peine. Ah, ça, ouais, c'est une piste intéressante, on peut peut-être essayer ça. C'est une histoire de confiance, déjà pour l'animal et puis pour la personne qui ne me connaît pas et qui connaît peut-être plus facilement le vétérinaire. Et le fait de partager les informations, alors quand c'est en bonne intelligence, bien sûr, ça permettra d'arriver à peut-être une guérison ou un soulagement beaucoup plus rapide pour l'animal. Et ça permettra aussi au vétérinaire d'avoir confiance en ce que je propose et à la personne d'avoir confiance en ce qui a été proposé. Est-ce que dans le cadre de la naturopathie animalière, il est important d'avoir déjà des bases de naturopathie humaine, moins naturopathie classique, ou alors c'est vraiment une spécificité? Alors, moi, j'en ai pas, personnellement. Je pense que c'est vraiment une spécificité. Après, le fait d'avoir un plus en naturopathie humaine, c'est peut-être un apport supplémentaire. Je trouve pas que ce soit nécessaire parce qu'on est tellement différents des animaux. Alors moi, j'ai fait une école de naturopathie animalière. J'ai étudié l'anatomie, la physiologie des chiens, des chats, des chevaux, parce que je suis spécialisée en chiens, chats, chevaux, et aussi en nutrition des carnivores. Et on est tellement différents au niveau anatomie et au niveau ressenti, au niveau des choses qu'on va pouvoir mettre en place, on est tellement différents sur plein de points que pour moi, c'est pas forcément une nécessité. Par contre, la nécessité de se former en naturopathie animale, elle est absolue, quoi. C'est sûr qu'on peut pas faire n'importe quoi. Justement, naturopathie animale, vous avez parlé donc de vos spécificités, bon, les animaux dits domestiques.
le cheval Ouais. également, qui aujourd'hui fait partie des animaux les plus communs dans l'accessibilité. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez orienté peut-être plus vers ces espèces-là? Peut-être votre affection particulière ou Ouais, quelque chose, voilà, l'affinité? ouais. L'affinité énorme pour les chiens et les chats. Les chevaux, c'est un peu différent parce que j'en ai eu peur très longtemps. Après, voilà, c'est nos ressentis personnels. J'en ai eu peur très longtemps et je ne veux pas me placer dans un carcan de j'ai peur et donc je critique et donc je ne vais pas vers eux. Au contraire, après je vais être un peu maso, hein, j'aime beaucoup la difficulté et naturellement, enfin c'est des animaux magnifiques. Je ne reviens absolument pas dessus. C'est des animaux magnifiques et naturellement j'ai eu envie de prendre soin d'eux. Alors j'ai envie de prendre soin de tout le monde, hein, c'est pas la question, mais il arrive un moment, il faut se spécialiser. On peut pas tout faire, on peut pas être le mouton à 9 pattes, hein, c'est pas possible. Donc oui, chien, chat, c'était une évidence absolue. J'aimerais beaucoup les animaux sauvages, les renards, j'aimerais énormément. Ça reste des carnivores, remarquez, ça reste des canidés, mais les animaux sauvages, j'aimerais énormément. Mais ça viendra peut-être après. Pour l'instant, je me concentre sur les chiens, les chats et les chevaux. Et justement, donc chiens, chats, chevaux, on est sur des animaux, comme on l'a vu, domestiques ou tout ce qu'il y a de Mhm. plus commun. On va prendre l'exemple des chats pour un petit peu synthétiser, qui fait partie de l'animal compagnie, qui est ouais, l'animal compagnie aujourd'hui le plus présent en France. Euh, Par exemple, un chat qui va naturellement aller manger de l'herbe, est-ce que c'est déjà un bon sens pour lui d'être dans cette démarche de naturopathie? Il y a ça aussi, c'est-à-dire que à vivre à nos côtés, on leur donne une alimentation, on parlera de l'alimentation tout à l'heure, mais à vivre à nos côtés, on leur donne une alimentation souvent définie, encore une fois, par une culture, par exemple, on donne des croquettes, on donne des pâtés, etc. Naturellement, l'animal, il va peut-être aller manger de l'herbe plus facilement, il va peut-être aller manger tel aliment plus facilement. Est-ce que déjà eux-mêmes ont ce bon sens de rapport à l'alimentation naturopathe? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, si, enfin, je pense, faudra me dire si ma réponse n'est pas claire, du coup. En ce qui concerne, par exemple, le fait de manger de l'herbe, euh, les animaux ont un bon sens incroyable. Ils savent ce qui est bon pour eux. À côté de ça, ils sont un peu toqués comme nous, hein. On l'est tous un petit peu. Désolée, mais c'est vrai. Donc, par exemple, manger de l'herbe, ça peut être un problème parce qu'il n'y a pas assez de fibres dans l'alimentation. Donc, ils vont chercher eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ça peut être parce qu'ils ont envie. Ça peut être un goût qu'ils aiment beaucoup. Ça peut être plein de choses. Et c'est à nous de définir si c'est périodique, si c'est tout le temps, et du coup, si ça pose un problème. Euh, ça va, ça va nous donner une orientation. Ça va pas forcément définir parce qu'en fonction de l'animal, ce sera pas forcément les mêmes choses qu'il va aller y chercher. Donc, c'est à nous de définir. Et comme je dis aux gens, le protocole que je mets en place, c'est des pistes. Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, peut-être qu'il fait ça pour ça, peut-être qu'il fait ça pour ça, peut-être qu'il fait ça. En pratique, il fait ça pour ça. Et en pratique, c'est ça qui lui conviendra. Voilà, c'est vraiment des pistes parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On peut pas, en tout cas, moi, enfin, je ne peux pas communiquer avec lui. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Donc, il faut essayer des choses différentes. Et pour la nourriture, pour l'herbe en particulier, que ce soit les chats ou les chiens, en règle générale, il peut y avoir différentes explications à ce genre de comportement et c'est à nous de la trouver. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le métier, c'est de me mettre en difficulté parce que il faut réfléchir énormément parce qu'il peut y avoir des pistes différentes. C'est ça que j'aime bien. Et en effet, oui, il peut y avoir des pistes différentes, comme pour nous, de toute façon, il y a un Tout à fait. symptôme, mais l'origine du symptôme est complètement variable d'un individu à un autre. Et forcément, eux aussi, avec leur bon sens, vont naturellement, pour le coup, aller vers ce qui leur semble cohérent, mais ça peut être juste aussi une simple appétence par rapport à quelque chose. Ça peut être un chat qui va aimer la boîte de thon, mais on sait que le thon en boîte aujourd'hui n'est pas bon pour eux, c'est bourré de sel, par exemple. C'est trop salé, ouais. Ils Voilà. peuvent aller, le chien peut aller sur la plaquette de chocolat noir. Oui, il aime bien. C'est pas pour ça que ce sera bon pour lui. Voilà. Donc, après, nous, on peut le faire aussi, hein. C'est pas pour ça que ce sera bon pour nous,
enfin, si, ça va nous apporter plein de choses positives, mais on va fort grossir hein, si on fait ça tous les jours. Donc voilà, ils sont un peu comme nous. Il y a des choses vers lesquelles ils ont des attraits, c'est pas forcément bon pour eux, et c'est ça qu'il faut définir. On va revenir un peu plus sur le côté naturopathie en règle générale par rapport aux animaux. Donc, on connaît la naturopathie sous ce regard de bon sens, relations humaines par rapport à l'alimentation, par rapport aux compléments alimentaires, par rapport au cycle aussi des saisons, etc. Par rapport aussi, on l'a observé avec les émotions, ces cycles émotionnels, ces situations de vie que l'on croise. Est-ce que pour les animaux, c'est pareil dans les observations? Oui, et puis, alors il y a deux choses. Il y a énormément d'intrication avec l'humain, énormément. Et il y a aussi des traumatismes chez l'animal qui peuvent revenir de façon périodique. Je suis intervenue par exemple sur un chat qui avait eu un traumatisme au mois de novembre-décembre. Tous les ans, au mois de novembre-décembre, il va pas bien. Et c'est pas physique, là on est sur quelque chose d'émotionnel. Je suis intervenue entre autres, parce que ça arrive malheureusement souvent, sur un chien qui était en dépression. La dame, après en avoir parlé pour elle, c'est pour ça que dans mon questionnaire, je demande si les personnes sont sous traitement. C'est pas une volonté de ma part de m'immiscer dans la vie des gens, mais j'en ai besoin parce que j'ai besoin de savoir si une intrication. Et effectivement, la dame était en dépression. Le chien est en dépression. J'ai rencontré une dame, son chat, elle l'avait laissé, elle est partie en vacances. En vacances, elle a fait une cystite. Le chat a fait une cystite à la maison. Des choses qui n'ont pas de relation directe entre elles et qu'on ne peut pas expliquer, comme beaucoup de choses de toute façon. On ne peut pas les expliquer, c'est pas pour ça qu'elles sont pas là. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont visibles et enfin, ça saute aux yeux, quoi. C'est une évidence absolue. Donc oui, il y a de l'intrication énormément, et puis il y a des traumatismes émotionnels qui peuvent revenir aussi chez l'animal, de par des chocs qu'ils ont reçus, de par une ancienne vie, de par encore une fois, on ne saura jamais ce qui se passe dans leur tête, donc voilà. C'est à nous de deviner. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des professions de communicant animal qui permettent aussi d'interpréter et d'anticiper peut-être d'autres regards qui sont plus dans les réactions, le comportement et les pensées possibles de l'animal. Là, dans les exemples, on voit vraiment cette intrication, cette implication entre le rapport humain-animal au niveau de l'accompagnement en naturopathie. Quand vous posez la question au propriétaire, à l'humain de compagnie de l'animal, j'aime bien cette dissociation parce qu'on a tendance à oublier que c'est nous qui leur tenons compagnie très souvent parce qu'ils sont aussi pour nous aider sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a aussi ce rapport de dire, ben, par exemple, si votre, je sais pas, si votre chat, donc pour le coup, souffre de cystite, et que vous aussi, vous souffrez de cystite, peut-être qu'un traitement complémentaire équivalent ou pas du tout? En règle générale, pas du tout pour l'animal. Parce qu'à partir du moment où il y a une grosse intrication, il faut que l'humain aille mieux pour que l'animal aille mieux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si l'humain se fait du souci pour l'animal, l'animal va se faire du souci pour l'humain. Et s'il n'y en a pas un des deux qui va mieux, de toute façon, ça n'ira jamais mieux. Et en règle générale, ça passe par l'humain. Donc, En ce qui concerne les symptômes, là, on est sur l'exemple des chats, on ira peut-être sur des exemples sans forcément parler de soins généraux, mais peut-être de donner des petits généralité, exemples. Par exemple, les symptômes les plus communs aujourd'hui chez les chats de compagnie, c'est l'hémitie, tout ce qui est syndrome digestif, symptômes digestifs. ouais. Qu'on Euh, arrive assez bien à régler. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt les problèmes rénaux. Les alors, problèmes rénaux, c'est voilà. 80% des personnes qui m'appellent. Donc, les problèmes rénaux, ok, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce schéma-là? Est-ce que c'est aussi l'humain de compagnie, le propriétaire de l'animal qui doit interagir avec lui-même? Comment ça se passe? Souvent, non. Souvent, les problèmes rénaux, ils arrivent parce que le chat, ça vieillit très, enfin, c'est très vieux, ça vit très vieux, et c'est très bien, c'est pas la question. Ça vit très vieux et ils ont des reins qui sont hyper petits, enfin, c'est des raisins, quoi. Donc, le rein, c'est un émonctoire, et donc il travaille tout le temps.
Le jour, la nuit, il travaille tout le temps. Et du coup, si le chat vit, allez, 18, 20 ans, 24 ans, parce que ça arrive, les reins vont travailler aussi longtemps. Et c'est normal qu'il arrive un moment où le rein arrive à, pas expiration, mais il est fatigué. Et c'est normal, c'est un organe fatigué. C'est comme nous quand on vit on va vivre jusqu'à 95, 100 ans, voire peut-être plus. Bah, on développe des maux dus à la vieillesse parce que notre corps est fatigué, nos organes sont fatigués, etc. Et c'est ce qui se passe généralement chez le chat. Après, il peut y avoir des choses qui n'ont pas aidé. Et souvent, c'est l'alimentation. L'alimentation n'a pas forcément aidé, l'environnement n'a pas forcément aidé, le vécu de l'animal n'a pas forcément aidé, il y a peut-être une pathologie derrière, il y a peut-être une dysplasie rénale, il y a peut-être des choses qui sont venues en complément et qui n'ont pas aidé. Mais ça, sans poser les questions, on ne peut pas le savoir. Et c'est une normalité. Malheureusement, c'est limite le passage obligé. C'est comme chez les humains. En ce moment, on parle beaucoup de burn-out et puis mal de dos, etc. Arrivé généralement à un certain âge, pour les chats, c'est pareil. Arrivé 8-10 ans, j'ai envie de dire, malheureusement, passage obligé, problème rénaux. Parce que vieillesse, parce que vieillesse, souvent, c'est souvent aussi simple que ça. Et dans ces cas-là, bon, le premier réflexe, quand on a un animal qui commence à souffrir, le premier réflexe, c'est bien sûr, j'espère, d'aller voir le Vétérinaire. vétérinaire en Ah ouais. priorité. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement par rapport à des symptômes comme ça? Est-ce que l'accompagnement, finalement, par exemple en naturopathie, ne pourrait pas être opéré plus tôt chez l'animal et progressivement de manière à éviter ou à limiter les dégâts? Est-ce que justement pour éviter cette bascule, d'être dans le moment un petit peu douloureux, d'aller chez le vétérinaire, de rentrer dans un système de médicaments qui est extrêmement intrusif pour l'animal aussi. Euh, Est-ce que, en sachant finalement ces protocoles de santé qui sont dans la nature, hein, dans l'évolution de l'espèce, dans l'évolution des années, est-ce que en complémentation naturopathique, est-ce qu'on ne peut pas juste envisager, comme nous le faisons pour nous par nos cures saisonnières, etc., pour éviter ceci, éviter cela, est-ce qu'on ne pourrait pas l'envisager pour l'animal? Et si oui, à partir de quel âge à peu près? Dès le début. Moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préférerais, c'est que les gens me contactent en prévention, parce que je fais de la nutrition aussi pour les carnivores, donc on mettrait en place aussi un protocole de nutrition. Et souvent, alors ça découle de la vieillesse, mais ça peut découler de là aussi. C'est ce que je préférerais. Et c'est ce que je préfère de toute façon, travailler en prévention, parce que le but, c'est d'éviter à l'animal et indirectement du coup à l'humain, d'avoir ce choc émotionnel de devoir aller chez le vétérinaire, de mettre en place des choses, parce qu'il est déjà, quelque part, c'est pas qu'il est déjà trop tard, c'est que le mal est fait. Le mal est fait, le mal est là, et une fois qu'il est là, pour le déloger, c'est compliqué. Surtout quand on n'a pas de... le mal a beau être là, il y a beau y avoir un diagnostic, on n'a pas forcément les causes. Tandis que les causes, on pourrait peut-être agir dessus dès le départ. Ce serait beaucoup plus sain de faire appel à un naturopathe animalier dès le départ, comme beaucoup de gens le font hein, quand ils ont des petits chiens, quand ils ont des petits chats. J'en ai de plus en plus et c'est très bien. Merci de me faire confiance pour ça parce que franchement c'est juste génial quoi. Parce que c'est comme nous, c'est dès le départ, on a un capital génétique et il faut en prendre soin. C'est pas quand il arrive qu'il nous arrive un truc sur le coin de la tête qu'il faut commencer à se réveiller. C'est pareil pour les animaux. Il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que la présence de kystes, parce qu'on voit beaucoup d'animaux de compagnie qui font justement, qui développent des kystes, souvent complètement bénins, mais est-ce que la présence de kystes est un symptôme à observer ou pas? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fonction de l'animal, et en fait, les animaux sont comme nous, c'est des êtres uniques. En fonction de l'animal, il va y avoir en fonction de l'animal, en fonction de l'environnement, en fonction de la génétique, que ce soit héréditaire ou que ce soit congénital, il va y avoir plein de choses qui peuvent expliquer ça. Que ce soit cancéreux, et je ne le souhaite pas, ou non,
il va y avoir plein de choses qui peuvent expliquer ça. C'est pas forcément la nourriture, c'est pas forcément les soins qu'on leur apporte, c'est pas forcément. Moi, j'avais un chien à l'époque, Oxo. Oxo, il a eu 2 boules. Il en a une sur le plastron, enfin sur le thorax, et une sur le flanc. Heureusement, c'était bénin. Il y a rien qui peut expliquer ça. C'est un chien, enfin, personnellement, je m'occupais de lui. Mon mari, ex-mari aussi, enfin son paps aussi, il allait au canicross, il promenait très régulièrement, croisement cogénère, il n'y avait aucun souci avec les animaux. Il avait une vie exceptionnelle. Au niveau de la nutrition, on a fait ce qu'on a pu. Il n'y avait rien qui pouvait l'expliquer. C'est arrivé, c'est tout. C'est rien. C'est comme nous, ça nous arrive d'avoir un petit kyste, je sais pas, sur l'oreille, sur le bras, sur la main, et c'est rien, ça arrive. Et le corps réagit à un truc qu'on n'a pas forcément vu, et c'est pas forcément grave. Heureusement que c'est pas grave à chaque fois, d'ailleurs. Quand on parle de naturopathie, on parle complément alimentaire, on parle infusion, on parle herbacée, etc. Comment les, ou même homéopathie, oui, il y a des marques, on ne va pas les citer là, mais il y a des marques qui sont spécifiées là-dedans. Comment les faire assimiler à un animal? Parce que souvent, les traitements en homéopathie sont très longs ou en naturopathie peuvent être assez curatifs. Ça devient intrusif. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ingérer finalement à un animal auquel on aura détecté un symptôme, etc., etc., pour peu qu'il ait déjà une complémentarité de médicaments plus allopathiques. Il y a aussi ça, il y a aussi ce questionnement. Oui, mais comment est-ce qu'on leur administre tout ça? Parce qu'il y a des animaux plus difficiles que d'autres. Alors, ça va dépendre de l'individu, encore une fois. Il y a des choses qu'on pourra mettre dans la nourriture parce que ça passera mieux dans la nourriture. Il y a des choses qu'on pourra donner en pipette directement dans la gueule parce que ça traumatisera pas l'animal et que ça a été on l'a appris dès petit, par exemple, à se laver les dents. Donc, il a eu l'habitude d'ouvrir la bouche, etc. Paf, pipette, et c'est fait. Il y en a qu'on pourra mettre dans l'eau. Il y en a qu'on pourra faire parce que ce sera de la diffusion d'huile essentielle dans la pièce. Pour un chien, il y a plein de façons différentes, mais là, j'en appelle au, au, à l'humain de compagnie. J'en appelle à l'humain de compagnie parce que c'est lui qui connaît l'animal et c'est lui qui saura ce qui est le mieux adapté à lui. Au niveau de plein de choses, mais surtout au niveau de la distribution des médicaments. Un animal et l'autre ils sont complètement différents. Au début, je travaillais avec l'extrait de pépins de pamplemousse, par exemple, pour réguler le système immunitaire. Maintenant, je travaille avec l'argent colloïdal. Pourquoi? Parce que l'extrait de pépins de pamplemousse, ça a une odeur hyper forte. Alors nous, on le fait parce on est grand et puis bon, voilà. Les chats, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein. C'est assez relou un chat quand même. Ils font pas les choses pour nous faire plaisir, ils les font pour eux. D'ailleurs, on devrait faire la même chose. Avant, je travaillais avec ça et je me suis aperçue que les chats ne le prenaient pas. L'argent colloïdal, ça va beaucoup mieux parce que l'argent colloïdal, ça n'a quasi pas de goût et quasi pas d'odeur. Et ça passe beaucoup plus facilement, en fait. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles moi, je me remets en question. Et il faut aussi que les gens arrivent en fonction de l'animal, arrivent à faire l'association qui convient à l'animal. Des fois, ils vont essayer des choses et puis ça va pas fonctionner, c'est pas grave. Le lendemain, on essaye autre chose et puis ça fonctionne pas, pas grave, on essaiera autre chose. C'est pas la fin du monde. S'ils y arrivent pas, c'est pas grave, on essaiera autre chose. Le but, c'est le bien-être de l'animal. C'est pas de le stresser, c'est pas de lui provoquer un choc émotionnel et qu'à chaque fois qu'il voit un truc, il se dit oula, je vais y passer. Non, mais là, c'est laisse béton, quoi. Non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent bien. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont invasives, plus invasives que d'autres. Et bien sûr, il y a des fois où on n'a pas forcément le choix. Mais, mais le but, ça reste quand même le bien-être et l'apaisement de l'animal. Et on va tout faire pour que ça aille dans ce sens. Les vétérinaires travaillent dans ce sens. Je travaille dans ce sens. L'ostéopathe va travailler dans ce sens. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas ouvert de cabinet. C'était mon but au départ. Au départ, c'était OK, Florence, tu fais ton truc, étouffe ton cabinet. Et puis je me suis dit pourquoi un chat, ça va le stresser, de le mettre dans une cage, de le faire de la voiture, de le faire venir quelque part où il n'a pas ses odeurs, c'est pas son environnement, c'est une personne qu'il connaît pas. Je regrette ça énormément chez le vétérinaire, mais ils n'ont pas le choix de toute façon. Donc voilà, ils n'ont pas le choix. Moi, je l'ai le choix. Et j'ai eu mon choix de ne pas ouvrir de cabinet et c'est ce que je souhaite faire. Donc, soit je vois
en visio la personne, parce que de toute façon, c'est pas le chat qui va mettre ses petites gouttes dans son alimentation, hein, clairement, c'est l'humain de compagnie. Soit je vais directement chez eux, mais je ne veux pas déranger l'animal. Le but, c'est pas de déranger l'animal. Au contraire, c'est de lui apporter un bien-être. Et dans cette optique-là, tout ce qu'on va mettre en place, ce sera pour ça. Ce sera pour ça. Donc, c'est à nous de nous adapter à lui et pas le contraire. Et dans cette adaptation, c'est vrai qu'on souhaite tous, à partir du moment où on est dans cette relation très souvent fusionnelle, et plus qu'avec un être humain, avec nos ou notre animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien ou même un cheval, ou même d'autres espèces animales, il y a ce côté de leur faire plaisir. Et très souvent, quand on veut leur faire plaisir, on l'a abordé tout à l'heure avec la nourriture, on va aller plus en profondeur avec ça, c'est qu'on a tendance à être un petit, oh oui, mais il aime ça. Là, on parlait du chocolat. On sait aujourd'hui que c'est très mauvais pour eux, et pourtant, voilà, il peut y avoir quand même un réflexe, le chocolat, le petit gâteau, le petit biscuit en plus, alors qu'il existe aussi de l'alimentation spécifique dans ces cas de figure-là. On parlait du thon, hein, le thon. Aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question de donner une boîte de thon à un chat, alors qu'en effet, c'est très salé en soi. Donc, il y a ça aussi au niveau de l'alimentation. Dans notre objectif d'être beaucoup plus bienveillant et de prendre le plus soin d'eux, qu'est-ce qui serait conseillé de faire, selon vous? Le problème, c'est qu'on fait énormément d'anthropomorphisme avec nos animaux. Et ça, je pense que s'il y a des comportementalistes qui nous regardent, ils seront d'accord avec ça. On fait beaucoup trop d'anthropomorphisme avec eux. Alors oui, il faut se mettre à leur place, mais jusqu'à un certain point. Donc tous les sentiments, genre la jalousie, il le fait exprès pour m'énerver. De toute façon, il fait pipi là parce qu'il sait qu'en rentrant du boulot, j'ai pas que ça à penser. Parce que tout ça, c'est niette. À partir du moment où il y a un comportement, c'est qu'il y a un besoin. C'est juste qu'on ne le comprend pas. Et quand on essaye de faire plaisir à l'animal, ouais, on le fait plaisir, mais on se fait plaisir à nous. Parce que l'animal, ça lui fait peut-être plaisir sur le moment, mais ça lui fait du mal plus qu'autre chose. Et ça, je le vois beaucoup dans les. Parce que comme je suis spécialisée en nutrition, je le vois beaucoup dans les profils nutritionnels. Ah ouais, moi je lui donne ça, et je lui donne ça, et je lui donne ça pour lui faire plaisir. Ouais, mais l'animal, il a 14 ans, il est obèse, c'est pas bon pour lui. Donc, en essayant de leur faire plaisir, déjà c'est à nous qu'on fait plaisir, c'est pas eux, parce que si on leur donne pas, ils sont balèques total. Mais en plus de ça, on peut leur apporter un mal-être. On peut leur apporter un mal-être au final, parce que par méconnaissance, par plein de choses, hein, je jette pas la pierre aux gens, j'ai été la première à faire ça, hein, on l'a tous fait. Mais quand c'est trop régulier, on leur apporte un mal-être. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur, que ce soit en visio ou à domicile, à parler avec les gens, parce que j'ai besoin de savoir la relation qu'ils ont à l'animal, parce qu'elle va être aussi importante, sinon plus, que la pathologie qu'a développé l'animal. Parce que souvent, tout part de l'humain. Et justement, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui peut être préconisé? Bon, on sait, hein, on vit essentiellement, bon, les chevaux sont des herbivores, les chiens, les chats sont des carnivores. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve dans l'alimentation préfabriquée, dite pour animaux, bah, beaucoup de céréales, beaucoup de compositions assez toxiques, voire même malsaines. Si on regarde bien le détail du descriptif, par exemple, d'un sachet de croquettes, hein, le plus grand commun, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner à manger? C'est un gros sujet. Alors, pour moi, mais c'est personnel, la meilleure alimentation possible pour un chien et pour un chien, ce sera de la ration ménagère. Parce qu'avec de la ration ménagère, on va pouvoir adapter à la pathologie. Encore une fois, je ne suis pas vétérinaire et je ne suis pas vétérinaire nutritionniste. Donc, la ration ménagère doit être validée par un vétérinaire nutritionniste, et il doit apporter aussi, s'il souhaite, ses idées et tout ça pour modifier le protocole, parce que j'ai besoin de ça. Bien sûr que j'ai besoin d'un vétérinaire, j'ai pas ses compétences, hein, j'ai pas fait autant d'années d'études, et bien entendu, c'est de la complémentarité. Quand on est sur de la prévention, la ration ménagère va permettre d'apporter une humidité, et ça n'empêchera pas de mettre des féculents dedans. Ça n'empêchera pas de mettre des céréales dedans, parce que les animaux ont besoin de céréales. Les chats moins que les chiens, mais ils en ont besoin. Et ils ont une enzyme digestive qui leur permet de digérer les céréales. C'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des céréales dans l'alimentation. C'est une mauvaise chose quand il y en a beaucoup trop. Tout est nuancé. En fait, en nutrition, il n'y a pas de
Il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a du gris et des nuances de gris. Les croquettes, ça peut être un un très bon apport. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de quel type de croquette déjà, de où on l'a acheté et de comment elle a été fabriquée. Ça va dépendre de nous, de notre mode de vie, ça va dépendre de nos croyances, ça va dépendre. Et l'alimentation, c'est un gloubi-boulga de tout ça. Parce que il va déjà falloir voir ce que la personne est prête à faire, parce que la ration ménagère, ça coûte cher aussi. C'est normal. C'est un investissement en temps. Ça prend pas 4 heures par semaine, mais c'est un investissement en temps, forcément. Plutôt que d'ouvrir un paquet de croquettes et de le foutre dans une gamelle qui est une invention purement humaine et qui ne devrait pas exister d'ailleurs, mais soit, je ne suis pas comportementaliste, forcément, ça prend moins de temps que de cuisiner pour son animal. Forcément, on est d'accord. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, pour en revenir aux croquettes, je ne suis pas contre les croquettes, bien au contraire. Par contre, je suis pour les croquettes, en règle générale, de marque vétérinaire. Parce qu'ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils ont l'argent, le pouvoir, le tout de... Par exemple, quand il y a un camion qui va arriver avec des matières premières, ils vont leur dire « Ok, et ma politique de mycotoxine, vous l'avez respectée? Ok. Donc là, je prends. S'ils n'ont pas envie de prendre, ils ne prendront pas. Parce qu'il y a des mycotoxines, parce que ça ne leur convient pas au niveau du grammage, parce que ça ne leur convient pas au niveau des pourcentages, parce que c'est ce qu'ils n'avaient pas demandé, etc. Les petites marques qui pondent, alors là, c'est des pop-up sur Facebook, et puis alors c'est toujours la même histoire. On s'est rendu compte que notre animal était malade à cause de l'alimentation. Alors, avec mon meilleur pote, on s'est dit, on va fabriquer une croquette. Toutes les histoires commencent pareil. C'est du bullshit. De toute façon, c'est du marketing. Les marques vétérinaires ils ont un espace recherche et développement, ils travaillent là-dessus, ils ont des nutritionnistes, c'est pas des marques blanches généralement, donc ils commandent pas à des usines qui les font en disant ouais, moi je fais un truc personnalisé pour votre animal. Non, non. En fait, ils commandent une recette, ils foutent la photo de votre animal avec son nom, ils vous envoient ça et vous êtes content, vous avez bonne conscience. C'est juste ça, c'est de la bonne conscience. Il faut partir du principe que une croquette vétérinaire est bonne. Elle peut ne pas convenir en pratique, parce qu'encore une fois, c'est de la théorie, mais elle peut ne pas convenir en pratique. Ça ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise. Ça veut juste dire qu'elle ne convient pas à votre animal. C'est tout. C'est rien. Et pour des pathologies telles que des pathologies rénales, du diabète, des choses comme ça, oui, la ration ménagère sera très bien. C'est pas la question. Je ne parle pas de la ration ménagère, je parle des croquettes. Les croquettes vétérinaires, par exemple, les Hills. Alors, je ne sais pas si on a le droit de nommer de marque, je suis désolée. J'en fiche. Non, mais c'est pas une chaîne rémunérée, donc c'est pas grave, hein. On a le droit. Bon, super. Les Hills, les Virbac, tout ça pour les problèmes urinaires, moi je trouve ça exceptionnel. Ils ont réussi à faire des choses, mais les Royal Canin analergiques, elles sont mais exceptionnelles. En termes de composition, les gens regardent. Ouais, les gens, ils regardent la compo, ils se disent oh, c'est que de la merde. Oui, c'est des trucs qu'on mangerait pas, forcément. C'est des trucs qu'on mangerait pas forcément, mais ils ont un savoir-faire exceptionnel pour un animal, par exemple, qui a une dermatite, qui a des allergies alimentaires. Ils vont leur donner des protéines hydrolysées ou des protéines qui ne créeront pas de réaction. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément trouver en ration ménagère. Il y a des choses pour lesquelles on ne pourra pas faire autrement que de passer sur une croquette. Les Hills, alors les gens sont à fond sur les protéines, hein, à fond sur les protéines. Ouais, il y a 40% de protéines, c'est meilleur que les 24% de protéines. Ouais, mais en fait, l'animal s'en balèque des protéines. Tout ce qu'il veut, lui, c'est des acides aminés, en fait. Et si l'aminogramme est bon, qui est 24% de protéines ou 40% de protéines, ce sera la même chose. Il aura ce qu'il faut à son corps pour fonctionner. On critique facilement l'alimentation industrielle et notamment les croquettes. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre un petit point positif dedans et en rappelant qu'en effet les formules vétérinaires, hein, comme vous l'avez soulevé, sont appropriées, elles sont réellement réfléchies. Alors bien sûr, chacun pourra trouver à discuter, mais ça engage d'autres conversations, d'autres sujets de conversation, Oui. que c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Là, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir mettre en avant ce champ des possibles au niveau alimentaire. Quand on parle d'alimentation ménagère, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en gros dans l'archétype d'un bol alimentaire chien ou d'un bol alimentaire chat, par exemple? Alors la ration ménagère, elle va se composer de plusieurs choses. Elle va se composer de protéines, de lipides, de glucides. Donc ça va être une source de viande, une source de fibres parce que c'est super important, donc ça va être des légumes. Il peut y avoir ou pas des féculents.
il faut qu'il y ait de l'huile et il faut qu'il y ait un complément minéral vitaminé. Ça, c'est obligatoire. Alors moi, personnellement, je travaille avec la Viti5 parce que je trouve que c'est la meilleure et merci Géraldine Blanchard d'avoir mis ça en place, qui est une vétérinaire nutritionniste qui a le site Cuisine Accro et qui, elle, agit sur des animaux qui ont des pathologies pour calibrer la ration ménagère et je trouve ça génial. Donc la ration ménagère, elle va se composer de ces choses-là. À partir du moment où on dit: «Oui, bah, mon chien, il mange comme moi le soir», ouais, mais non, c'est pas parce que ça nous convient à nous que ça lui conviendra à lui. Parce qu'en fait, il a des besoins qui sont différents du nôtre, et c'est une nécessité de se pencher là-dessus. Quand on c'est pareil, les gens ont tendance à me dire, «Bah oui, mais j'ai fait une prise de sang, il y a pas de carence». Ouais, alors, il faut savoir que le corps est bien fait, aussi bien le nôtre que le leur. On va parler par exemple d'une carence en calcium. Le corps, il y a une carence en calcium, le corps il va se dire: «OK, il y a une carence en calcium, comment je réfléchis? OK, je vais aller chercher du calcium dans les os, machin». Du coup, la prise de sang, elle sera toujours bonne. Le taux sérique, il sera toujours bon de calcium. S'il est pas bon, c'est qu'il y a une carence, mais c'est que c'est grave. Parce que s'il y en a plus dans le sang, ça veut dire qu'il y en a plus nulle part. Et que le corps, il a pas réussi à recréer l'homéostasie, en fait, qui était nécessaire, pour l'animal. Et pour éviter ce genre de carence, la base, c'est la nourriture. C'est d'étudier le bol alimentaire pour savoir ce qui est mis en place, de ce qui convient moins bien, ce qu'il faudrait plutôt faire ou non. La base, c'est ça, c'est l'alimentation pour toutes ces carences-là, éventuelles. Après, il peut y avoir des problèmes génétiques, et cetera. Comme je vous disais, hein, il y a toujours des exceptions, hein. On ne sait pas sur quoi on tombe et le propriétaire peut très bien ne pas le savoir non plus, hein. En parlant d'alimentation, moi, je posais une question pratique et vécue. J'ai eu un chat il y a quelques années qui adorait, mais alors qui adorait la levure de bière en complément alimentaire. Il Mmh. adorait ça. À tel point que si la boîte traînait un petit peu, il la remuait pour en faire sortir un ou deux comprimés. Est-ce que c'est toxique? Parce que j'ai regardé à l'époque et ça me disait que c'était pas ce qu'il y a de plus nocif et que même au contraire, Non. si tant qu'il n'y avait pas une overdose derrière dans la consommation, c'est même positif pour l'animal. Est-ce que quelque part l'animal va de lui-même aller à la recherche, même si c'est sous forme de complément alimentaire, est-ce qu'il va percevoir que c'est bon pour lui? Comme je vous disais, pour l'herbe, il va percevoir que c'est bon pour lui, peut-être, et il y a peut-être un goût prononcé aussi pour ça. C'est peut-être une gourmandise. Voilà, mais la levure de bière, on l'utilise souvent parce que c'est un très bon produit. Alors, ce qui est aussi un très bon produit, par exemple, alors certes, c'est pro-plan, les gens diront: «Ouais, pro-plan, hein». Bah, n'empêche que c'est un très bon produit. C'est le Fortiflora que vous trouvez chez le vétérinaire, qui sont des probiotiques et des prébiotiques et en plus, la poudre, elle est appétante. Donc en refuge, par exemple, quand on récupère des chiens qui sont trop maigres, qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'appétit et cetera, le Fortiflora, ce sera nickel parce que ça va venir se saupoudrer sur la nourriture, c'est appétant et en plus de ça, ça va aider au niveau du microbiote. Donc il y a aucun souci. Ça peut pas leur faire du mal, en fait et c'est pour ça que je travaille avec les produits qui voilà, qui peuvent pas leur faire du mal. L'argent colloïdal, il faudrait qu'ils ingèrent 1,5 litre avant d'avoir des effets secondaires et encore, c'est pas sûr qu'ils en aient. Les EPS, c'est plus fort. Là, on est sur quelque chose de plus fort aussi. Les huiles essentielles, si c'est bien utilisé et on parle des chiens, on parle pas des chats. Si c'est bien utilisé, ça peut pas forcément leur faire du mal, surtout si c'est en externe. Voilà, on va essayer d'agir sur des choses qui sont je ne dis pas que c'est trop faible ou que ça n'agit pas, c'est faux, ça va agir, mais c'est des choses qui ne sont pas dangereuses. Aussi pour rassurer l'humain par rapport à ça. Là, on parlait des huiles essentielles. Donc, les chiens, c'est possible. Les chats, c'est peut-être aussi à déconseiller. Euh, Alors les chats, c'est Comment ça se possible. passe au niveau de la posologie? Alors, je ne parle pas de symptômes, mais je parle peut-être des compléments. Peut-être qu'il y a des espèces qui vont plus facilement tolérer certaines approches que d'autres. Bien sûr. Bah et puis il y a le la c'est pas le problème, c'est je cherche le mot, la particularité. La particularité de l'odorat qui est très, très forte chez le chat. Et surtout, ils ont une enzyme digestive qui ne permet pas de digérer les huiles essentielles, enfin, de les évacuer
comme le chien pourrait l'évacuer plus facilement, comme nous, on peut l'évacuer encore plus facilement que le chien. Et ils ont cette enzyme-là qui leur manque. Désolée. Du coup, c'est pour ça qu'il va falloir faire plus attention avec les huiles essentielles et les chats. C'est pas incompatible, c'est pas des choses qu'on ne peut pas utiliser. J'ai un livre vétérinaire d'un excellent vétérinaire naturopathe qui s'appelle Pierre May, qui est malheureusement en retraite, il me semble maintenant, qui utilise des huiles essentielles pour les chats. Certaines huiles essentielles. Après, je ne suis pas formée en phytothérapie pour les chats en particulier, donc je ne me risquerai pas ce genre de choses. Mais il y a des choses très classiques. Par exemple, un diffuseur, alors abrumisation, pas nébulisation. On sent la professionnelle de nature et découverte qui a vendu des diffuseurs. Un diffuseur à brumisation, si c'est dans une pièce assez grande, aérée, et que le chat a la possibilité de partir dans une autre pièce où il n'y a pas l'odeur parce qu'il n'aime pas, je ne vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. À partir du moment où il éternue pas, il salive pas, quel est le souci? Il y en a pas. Il y en a pas. Le chien, ce sera plus facile parce que comme lui, il peut évacuer les huiles essentielles, on va plus facilement pouvoir lui en donner en interne. Je travaille pas avec les huiles essentielles en interne. Je les travaille plus facilement en externe, surtout en répulsif. Et puis, il y a des huiles qui fonctionnent bien aussi sur les problèmes rénaux. Mais ce sera plus facile pour les chiens. Ce sera plus facile parce qu'ils vont tolérer plus de choses. Mais c'est intéressant, du coup, de pouvoir partir sur des traitements, j'ai pas le droit de dire traitement, sur un protocole, sur des pistes à mettre en place pour un chat, parce que il faut réfléchir à ce qu'on va mettre en place, ce qui peut être pertinent à mettre en place, parce qu'on ne peut pas utiliser ça, on ne peut pas utiliser ça, on ne peut pas utiliser ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, les chats. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les chats aussi, parce que j'aime bien retourner le cerveau. Ouais. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu maso, donc voilà. Donc c'est pas euh, les chats et les huiles essentielles, c'est possible, c'est pas incompatible. Il faut juste savoir, le vétérinaire, s'il connaît, il va vous dire ce que vous pouvez mettre en place, parce que sur Internet, on trouve à boire et à manger. Hein. Internet, c'est voilà. On trouve à boire et à manger. Le vétérinaire qui s'y connaît ou la personne qui s'y connaît pourra peut-être vous dire, vous pouvez mettre ça en place, ça en place, ça en place. Donc, c'est pas incompatible. Il faut juste faire plus attention et avoir conscience que les chats, au niveau d'odorat, ça va être particulier et qu'en plus de ça, ils ont une enzyme qui leur permet pas d'évacuer l'huile essentielle comme le chien pourrait le faire et comme nous, on pourrait le faire. Il faut juste en avoir conscience pour pas faire de bêtises, en fait. Mais c'est aussi l'importance quand on est accompagnant en naturopathie ou en thérapie holistique ou énergétique pour les animaux, mais pour les humains, c'est pareil. C'est important de rester dans des spécificités, de ne pas trop s'éparpiller, ce que vous avez très bien soulevé tout à l'heure aussi. C'est ça, c'est que plus on est dans une spécificité, plus on est dans la possibilité de renseigner la personne qui va venir demander conseil. Oui. On arrive en été, normalement, j'espère. Normalement. Normalement, c'est aussi la saison des parasites. Premier réflexe, ça va être ces fameuses pipettes trouvées chez le vétérinaire ou alors les colliers antiparasitaires qui sont pas forcément agréables pour les chiens et les chats. Et également pour les chevaux, je pense aux mouches plates et aux thons qui les agressent constamment, mais également aux tiques. Ouais. Quelles pourraient être des alternatives sur le côté plus naturopathie pour pouvoir contrer ces invasions parasitaires? Alors, il y en a pas mal au niveau naturopathique et surtout les huiles essentielles parce que ça fonctionne très bien. Pour les chats, ça va être différent. Il pourra y avoir, par exemple, la médaille Clip, elle fonctionne très bien. Je fais pas de pub, je suis payée par personne, mais ça fonctionne très bien. Force est de constater que ça fonctionne très bien et ça coûte rien et ça dure 2 ans. Donc en soi, voilà, c'est quand même mieux qu'une pipette. Encore une fois, ça va dépendre de l'animal parce que là, par exemple, avec la médaille Clip, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Du moment que ça fait pas de mal à l'animal, je vois pas où est le souci. Ça va être de la biorésonance et force est de constater que ça fonctionne vachement bien. Ça va être de la biorésonance. Les perles de céramique accrochées au collier, ça va être de la biorésonance aussi. C'est
Ça peut être des huiles essentielles. En fait, il va y avoir une palette de choses qui peuvent être mises en place. Ça va dépendre de l'humain, ça va dépendre de ses croyances, ça va dépendre de l'animal, ça va dépendre de plein de choses. Et l'animal, j'aime beaucoup parce que Pierre May, dans son livre, dit quand un animal est parasité, que ce soit un cheval, un chien, un chat, notre premier réflexe, c'est avec quel bazooka thérapeutique je vais pouvoir l'éliminer. Alors, on est d'accord qu'une infestation de puces, c'est juste horrible. Hein. Voilà, j'en ai vécu une, j'ai été piquée aux jambes et tout, c'est n'importe quoi. Hein. Quand ils ont plus assez à prendre sur l'animal, ils prennent sur nous. Donc, oui, on est d'accord qu'on veut qu'une chose, c'est s'en débarrasser. Mais la question à se poser aussi, pour pas que ça recommence, c'est qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi mon animal s'est laissé parasiter? Qu'est-ce qui n'a pas été dans son système immunitaire, dans son microbiote, donc dans son alimentation? Tout n'est pas parfait. On ne pourra jamais avoir quelque chose de parfait. Il y aura peut-être de la vieillesse qui viendra et du coup l'animal sera plus faible. Il pourra avoir et donc il va se laisser parasiter. Mais en règle générale, moi j'aime beaucoup cette approche qui dit que si le terrain est bon, il y a vraiment peu de choses qui pourront l'atteindre. Des répulsifs, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai utilisé avec Oxo, dont je vous parlais tout à l'heure, mon ancien chien. C'était la marque Naturopets, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une interview sur Instagram avec eux. J'aime beaucoup leurs produits. Et pendant 2 ans, Oxo, qui faisait des balades plusieurs fois par jour, qui faisait du canicross, qui allait en salon, qui voyait des potes. Donc un chien à risque, clairement, pendant 2 ans, ça a fonctionné sur lui. C'est juste des huiles essentielles. Maintenant, ça marche plus. Après, son corps s'y est fait. 2 ans. On a été tranquille 2 ans. Donc, voilà. Ça dépend de l'animal, ça dépend de son accoutumance, ça dépend de son corps, ça dépend plein de choses. Mais généralement, les huiles essentielles, ça marche très bien par rapport à ça. En ce qui concerne les vermifuges, personnellement, je suis pour les vermifuges chimiques. Je sais, c'est pas bien, naturopathie, blabla. Mais un verre, ça peut être tellement dangereux à plein de niveaux que pour l'instant, je trouve personnellement qu'on n'a pas encore trouvé de choses assez efficaces au niveau naturel. On ne peut pas se permettre de tester. Ah bah ok, bon bah il est mort, c'est que ça marchait pas. Non, non, c'est pas possible de faire comme ça. C'est pas anodin des vers. Alors vous allez me dire des puces, des tiques, tout ça, c'est pas anodin. C'est quand même moins c'est quand même moins dangereux que des vers qui peuvent provoquer des problèmes du système digestif, qui peuvent provoquer des problèmes à l'anus, qui peuvent provoquer, on peut avoir des vers dans le cœur. Des vers, c'est beaucoup trop dangereux pour l'instant, et je pense que s'il y a des vétérinaires qui regardent la chaîne, ils seront d'accord avec moi, pour l'instant, vermifuge, pour moi, c'est chimique. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. De toute façon, on a tous notre libre arbitre. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je pars du principe que pour les vers, c'est du chimique, pour l'instant. Après, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a le droit chacun d'avoir notre avis et notre opinion, encore heureux. Sinon, ce serait plus une démocratie. D'ailleurs, ça en prend plus trop le chemin. Mais pour moi, c'est ça. Vermifuge, c'est chimique. Tout ce qui est puce, tique, etc., on a les preuves que, naturellement, il y a des choses qui peuvent fonctionner. Et pourquoi pas? Au niveau des vers, j'ai pas la preuve scientifique que des choses ne font, enfin, que ça fonctionne. Je, je suis quelqu'un de très, je fais du Reiki donc, sur les animaux. Donc, je suis très ouverte à plein de choses. Et à côté de ça, j'ai un côté très scientifique et je veux pas faire n'importe quoi. Je trouve que quand c'est pas expliqué, ça peut être vite dangereux. Quand c'est pas expliqué, on peut pas parler de tout. Mais ça convient pas à tout. À ce niveau-là, on parle de santé quand même. Je trouve que ça peut être dangereux. Je vous parlais tout à l'heure de la médaille T-Clip. Ce que j'aimais beaucoup, il y a un podcast de Pierre May d'ailleurs là-dessus. Lui, il n'utilisait que ça. Et quand ça n'allait pas, donc ça devait être, je sais pas s'il en vend, c'était le meilleur vendeur de France de médailles T-Clip. Quand ça n'allait pas, les gens revenaient vers lui et ils demandaient une touffe de poils de l'animal. Et il envoyait ça en laboratoire. Et donc, il avait réussi à se faire une liste non exhaustive de avec quoi ça pouvait ne pas fonctionner. Et j'aime beaucoup cette complémentarité entre la science et la thérapie holistique.
parce que je trouve que ça peut apporter énormément à des personnes qui ne sont pas, voilà, des personnes qui se disent: «Ah ouais, naturopathie, blabla, blabla». Je c'est complémentaire, c'est complémentaire. On peut très bien être naturopathe et très bien la preuve, j'ai fait une formation en nutrition avec une vétérinaire nutritionniste qui s'appelle, Charlotte Deveau. J'ai adoré cette formation nutrition et je continue à partir sur la nutrition. La nutrition, c'est très scientifique. On est sur quelque chose, on est sur des faits. On est sur des apports en calcium, des apports en protéines, des apports en lipides, on est sur des faits. C'est pas du tout holistique la nutrition. Et pourtant, je trouve que ça a sa place dans la naturopathie. Je parle beaucoup et j'extrapole beaucoup, je suis désolée. Non, du tout, au contraire, c'est très intéressant parce que ça rappelle, ça fait encore une fois cette piqûre de rappel. De toute façon, comme je le dis régulièrement, que ce soit par le biais des visios ou par le biais des émissions radio, euh, il n'y a pas plus pragmatique qu'un thérapeute holistique, que ce soit un thérapeute humain ou un thérapeute vétérinaire ou animalier, il n'y a pas plus pragmatique normalement. Si on n'est pas pragmatique, si on n'est pas dans le rationnel, en essayant de trouver l'osmose entre les médecines, qu'elles soient médecines dites allopathique et la médecine dite beaucoup plus holistique, énergétique, il n'y a pas, il y a rien qui peut réellement opérer. Non, Et qu'en non, je suis effet, d'accord. des fois, il y a des symptômes, qu'ils soient physiques ou émotionnels, qu'ils soient organiques, structurels, autres. Des fois, il y a des symptômes, il est important de résoudre le symptôme par un biais beaucoup plus chimique. Et après, on fait le ménage sur le côté naturopathie, énergétique, etc. Donc ça, c'est très important à régulièrement rappeler parce que, encore une fois, toutes les thérapies ou les médecines dites alternatives aujourd'hui, euh, en réfléchissant, en regardant bien, il n'y a pas plus pratico-pratique, il n'y a pas plus factuel, parce que ça vraiment, ça regarde des faits, ça regarde vraiment toutes les interactions possibles. Donc, ces parenthèses, elles sont toujours nécessaires. Euh, oui. Je vous coupe. Je, je vous coupe parce que j'ai un exemple qui vient en tête par rapport à ce que vous dites. J'ai eu une visio avec un couple que je ne suis, de toute façon, je m'en souviens déjà plus. Mais donc, je ne citerai pas leur nom ni le nom de l'animal, mais euh, ils m'ont dit, voilà, le chat, alors, il y avait une problématique particulière et il est FIV. OK. Et donc, ça donne quoi au niveau de l'environnement? Oh, bah, il sort, tout va bien. Non, tout va pas bien. Non, tout va pas bien. Le chat est FIV, il a un problème au niveau du système immunitaire, tout va pas bien. Et il m'a dit, bah, vous conseillez quoi? Bah, je dis déjà, je vous conseille de le faire vacciner contre le coryza, contre des trucs qui paraissent très bénins, mais pour un chat qui est faible au niveau du système immunitaire, ça peut faire des dégâts, mais incommensurables. Et il me dit, oui, vous êtes naturopathe, vous me conseillez des vaccins? Oui, parce qu'il arrive un moment, il y a une balance bénéfice-risque qui se crée, et là, il y avait plus de risques que de bénéfices. Donc, bien sûr qu'il faut le vacciner, bien sûr, il y a peut-être des adjuvants, bien sûr, c'est peut-être chimique et ça ne plaît pas des gens. Il arrive un moment, il faut savoir faire la part des choses aussi avec les animaux. Enfin, comme on le ferait avec nous, de toute façon, on ne se laisserait pas crever parce qu'on a un système immunitaire. On a tous fait des efforts par rapport à notre système immunitaire, par rapport à notre microbiote, par rapport à la désinfection. Et ben c'est pareil pour l'animal. Il arrive un moment, il y a une balance bénéfice-risque qui se crée et il faut réfléchir à ça. Donc il y a des gens qui me disent oui, on va partir peut-être sur ces croquettes-là, c'est pas naturel et c'est du veto. C'est pas naturel. Bah, bien sûr que c'est pas naturel. Une croquette, c'est extrudé. Vous avez déjà vu un extrudeur courir dans la forêt. Enfin, bien sûr que c'est pas naturel, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour votre animal en fait. C'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est ce qu'on veut. Donc, enfin, c'est des fois c'est compliqué. C'est pas compliqué pour l'animal, hein, mais c'est compliqué dans l'esprit de l'humain. Il faut qu'il fasse son chemin. Et c'est en ça que je vous dis, j'aime beaucoup faire les visios et les visites à domicile, parce que c'est l'humain qu'il faut travailler. C'est pas l'animal, c'est l'humain. Et les comportementalistes éducateurs qui pourraient nous écouter seront d'accord. Les problèmes de l'animal, ils viennent pas forcément de l'animal, hein. Généralement, ils viennent de nous, hein. De la façon dont on tient la laisse, de la façon dont on leur dit non parce qu'il n'y a pas d'intérêt à leur dire non, de la façon dont on les nourrit, de la façon dont on s'occupe d'eux, de la façon de l'environnement qu'on leur offre, de ce qu'on est nous, de la race, de plein de choses. Encore une fois, c'est à nous de nous adapter. Encore une fois, c'est à nous de nous adapter à cette balance là aussi qui est présente et qu'il faut prendre en compte pour le bien-être de l'animal. Pardon, je tergiverse un peu. Ça fait partie du sujet de toute façon. Et donc, quand on est vraiment dans ces balances-là et dans ce regard-là,
Malheureusement, on ne peut pas, comme pour nous humains, on ne peut pas empêcher des étapes Mmh. fatidiques, hein, des départs de santé. Et au point de vue naturopathie, est-ce qu'il est possible, et si oui, de quelle manière, d'accompagner le plus sainement possible un animal qui va être soit sur une maladie à très long terme, où on sait que ça va générer une fin de vie peut-être accélérée, voire peut-être des dégénérescences corporelles ou même des handicaps, euh, ou même un animal qui est carrément vraiment en fin de vie, par exemple, sa dernière semaine de vie, on sait, on le sent, l'animal le sait. Est-ce qu'il est possible de l'accompagner pour moins de souffrance, justement? Bien sûr que c'est possible. Et c'est pas des choses agréables du tout, Mm. mais c'est possible, bien sûr, ne serait-ce que pour la gestion de la douleur, c'est possible parce que l'animal, on sait qu'il va partir. Si en plus il parle dans d'atroces douleurs, c'est juste c'est affreux, quoi, c'est affreux pour tout le monde. Donc bien sûr, c'est possible dans la gestion de la douleur. Pour les maladies chroniques, je suis intervenue sur d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des partenariats avec des vétérinaires pour les maladies chroniques, parce que pour des choses aiguës, ils peuvent agir. Pour le chronique, comme me disait une vétérinaire, le chien, il a 5 ans, on sait qu'il va vivre jusque 13 ans, ben, il va pas être sous cortisone pendant 8 ans, quoi. Donc moi, je préférais qu'il y ait du naturel. Et là, on met en place quelque chose de naturel. Et si ça fonctionne, c'est très bien, on continuera. Et si ça fonctionne plus à un moment, on remettra autre chose en place. Donc il y a toujours possibilité de faire du bien à l'animal. Euh, il y a toujours possibilité, quel que soit le stade de vie de l'animal. Moi, je préfère de la prévention parce que c'est moins difficile à gérer aussi pour l'humain. Parce que je suis très empathique par rapport à ça et c'est très difficile à gérer pour l'humain. Ce que je comprends tout à fait, l'animal, il se rend compte, bien sûr qu'il se rend compte, ils sont loin d'être bêtes, hein, c'est jeu de mots pas voulu, mais ils sont loin d'être bêtes. Mais bien sûr qu'ils se rendent compte, mais c'est peut-être moins difficile pour eux émotionnellement que ça l'est pour nous. Et je trouve que partir sur de la prévention, ça a tout son sens. Parce que bien sûr, ça n'arrêtera jamais des animaux en fin de vie. Bien sûr, il y en aura toujours. Malheureusement, on aimerait qu'ils vivent 80 ans, mais c'est pas possible. Et moi, la première, il y en aura toujours ces accompagnements-là. Et je ne rechigne pas à faire ce genre d'accompagnement parce que je trouve ça merveilleux. C'est une merveilleuse preuve d'amour de faire ça. Euh, mais la prévention, ça restera toujours le meilleur des chemins à suivre. Après, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est personnel, hein. S'il y a des gens qui se retrouvent pas là-dedans, je le comprends tout à fait, hein. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, il y a aucun souci encore. Heureusement que nous avons tous la possibilité d'avoir des réflexions et chacun va vouloir aussi prendre ce qu'il a envie d'y prendre. Il y a également les soins énergétiques. Vous avez parlé tout à l'heure de Reiki. Il y a les différents soins énergétiques, les soins structurels. Il existe des ostéopathes animaliers, des soins énergétiques adaptés aux structures qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, hein. Je rappelle, le système organique de l'animal n'est pas le même dans le même Mmh, fonctionnement, hein. Même s'ils ont des organes comme nous, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est pas du tout la même mmh, approche. non. Et pareil, c'est dans quel cas peut-être on peut mettre en place aussi un rythme d'accompagnement, toujours dans le côté peut-être préventif, dans Oui. l'absolu bien sûr, mais très souvent, ben, c'est encore une fois, c'est quand l'animal est malade, donc on va essayer de trouver des solutions. C'est un peu ça, c'est voilà, à quel moment pouvoir mettre en place, prendre cette réflexion-là de mettre en place un accompagnement plus holistique, à savoir aussi que tout ça, ça a un coût et que Oui. ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben, très souvent, les propriétaires, les humains de compagnie se retrouvent un peu dépassés. Euh, il- Dans l'idéal, il faut que la prise en charge, elle soit globale. Dans l'idéal, parce que ce soit un ostéopathe avec qui je travaille et j'admire énormément ce qu'ils font, qui vont pouvoir agir sur le physique, mais aussi quelquefois sur l'émotionnel, pas forcément en le sachant et pas forcément en le voulant, mais ça, des fois, ça, comme nous, hein, c'est quand on va chez l'ostéopathe, des fois on ressort, on est lessivé, comme si on était passé dans la machine à laver, parce que des fois il y a des émotions qui bougent, etc. Ça va être pareil pour l'animal. Que ce soit l'ostéopathie, que ce soit le reiki, que ce soit toutes ces thérapies-là, il faut que ce soit il faut que ce soit global. Comme je dis aux gens, moi je fais du reiki sur les animaux. Euh,
Oui, c'est bien, c'est pas la question. C'est génial et ça fonctionne. Il y a aucun doute à avoir là-dessus. Et j'adore ça parce que les animaux sont tellement, il y a tellement plein d'amour, c'est tellement c'est génial. Enfin, moi, je préfère largement faire ça sur les animaux, mais voilà, c'est un choix encore une fois. Mais il faut que ce soit un accompagnement global. Il y a une personne qui m'a appelé pour un chien réactif. Elle m'a dit: «Pour faire du reiki». OK, ça va peut-être le calmer pendant 2 jours. S'il y a pas à côté de ça un comportementaliste qui s'occupe de lui, ça va pas le faire. Ou s'il y a pas une médication, de la fluoxétine par exemple qui est mis en place par le vétérinaire, ça va pas le faire. Il faut que ce soit une réflexion globale. À partir du moment où on est sur une thérapie holistique, ça peut être bien, mais ça peut ne pas être suffisant. Donc c'est aussi à nous de jauger par rapport à l'animal et le reiki, en règle générale, on m'appelle pas pour de la prévention, c'est tout le temps quand il y a un problème, ce que je comprends tout à fait, ou une fin de vie. Ça peut être très bien adapté à une fin de vie, hein, du reiki, il y a aucun souci, au contraire. Mais il faut que ce soit global. Il faut qu'il y ait une complémentarité de soins qui arrive derrière. Le reiki seul, je vous parle du reiki parce que j'en fais, mais ça peut être autre chose. Seul, ça peut rien accomplir. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Et comme l'animal, il a beaucoup de chance. Il n'a pas notre capacité de résilience, tout ce qui peut se passer dans notre tête. Il n'a pas tout ça. Pour lui, ça va juste faire effet tout de suite. Parce que l'effet placebo, il n'y a pas. L'effet nocebo, il n'y a pas. Il ne va pas se poser de questions. C'est ça que j'aime bien dans le travail avec les animaux, c'est qu'ils ne vont pas se poser 36 000 questions. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et dans ce genre de prise en charge, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de global parce que, oui, ça va faire du bien à l'animal, il va le prendre, mais s'il y a rien derrière, ça sert à rien. Ce qui est pas forcément notre cas. Ce qui est pas forcément notre cas parce qu'on va réfléchir sur nous, parce qu'on va regarder des vidéos, parce qu'on va lire des bouquins, parce que développement personnel et cetera et cetera. Ce que l'animal n'a pas. Donc là, on pourrait se dire: «Oui, on fait comme eux, comme pour nous». Non, on fait pas comme eux comme pour nous. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de l'anthropomorphisme. Oui, jusqu'à un certain point. Qu'il y ait des ressentis, oui. Là, je sais que Tina m'est dans le salon et qu'il s'ennuie et que tout ce qu'il veut, c'est que je revienne, le chien de la coloc. Oui, OK. C'est pas pour ça que je vais me dire, il est malheureux, il est désespéré, il va partir en dépression, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est juste en train de dormir dans son panier, quoi. Tout va bien. C'est pas grave. Que je revienne dans 1 heure ou dans 2 heures, ce sera pareil pour lui. Il va pas mourir. Donc l'anthropomorphisme, oui, jusqu'à un certain point, et c'est pareil pour les thérapies dites holistiques. Oui, jusqu'à un certain point, et il faut se poser les bonnes questions aussi. C'est important. Est-ce qu'il y a des contre-indications dans les... On l'a déjà vu, hein, on va essayer de synthétiser. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications avérées ou pas par rapport aux accompagnements naturopathes? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai eu un petit toutou adorable. La dame m'a envoyé une photo de lui avec un nœud pape. J'ai beaucoup ri. J'adore recevoir des photos des animaux que je suis. Il était allergique aux lipides. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué, contre-indication. Ça peut être un animal qui a une maladie rénale, contre-indication. Ça peut être un animal qui a des problèmes d'allergie alimentaire, contre-indication. Ça peut être, un animal avec lequel on va pas pouvoir mettre en place certaines molécules parce qu'il a déjà un traitement vétérinaire, contre-indication. Des contre-indications, il y en a et ça va être toujours en fonction des individus, en fonction de leur environnement, en fonction de ce qui est mis en place. C'est pour ça qu'il est important, selon moi, que tous les protocoles, alors, je dis pas qu'il faut envoyer mon protocole sur Facebook, hein. Voilà, on est d'accord. Mais c'est normal que les personnes qui accompagnent l'animal dans le but du bien-être de l'animal soient au courant de ce qui est mis en place. Parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Parce que si je ne parle pas avec les gens, je ne parle pas avec le vétérinaire, je ne parle pas avec l'ostéopathe, je ne parle pas avec le comportementaliste, je peux dire n'importe quoi. Je peux dire des trucs qui vont pas dans le sens du bien-être de l'animal. Et je trouve ça hyper dommage. Enfin, donc des contradictions, oui, bien sûr qu'il peut y en avoir. C'est à nous de les prendre en compte, encore une fois. Est-ce qu'il y a dans l'alimentation, on va essayer d'être le plus synthétique possible maintenant, est-ce qu'il y a dans l'alimentation peut-être des aliments à ne surtout jamais donner aux animaux? Alors, peut-être dans l'ordre, à ne surtout jamais donner aux chats, à ne surtout jamais donner aux chiens et également, bah, surtout jamais donner aux chevaux, puisque ça reste aussi le champ des accompagnements que vous proposez. Ouais.
Ça reste le champ des accompagnements. Par contre, en nutrition, je suis spécialisée chien-chat, donc je ne me permettrai pas de parler pour les chevaux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être déçues, mais je ne me permettrai pas, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne me permettrai pas. Les chiens, les chats, bien sûr, il va y avoir le chocolat, il va y avoir les avocats, il va y avoir tout ce qui est famille de l'oignon, donc tout ce qui est poireaux, éventuellement. Ça, c'est pas super bon. Les avocats, c'est pas super bon. Les noix, c'est pas super bon. Il y a certaines plantes qui sont pas bonnes non plus, qui sont très toxiques. Mais la liste est tellement grosse que, enfin, est tellement différente entre les chiens et les chats que ça peut être vite compliqué. Et puis encore une fois, ça dépend de l'individu. Il y a un individu qui va peut-être, j'ai ma chatte qui mangeait des plantes et tout ce qu'elle faisait, c'était vomir. Il y en a un peut-être qui va ingérer ça et là, il y aura une intoxication grave et ça va se répercuter au niveau des reins. Enfin, ça dépend encore une fois des individus. Je sais que c'est décevant parce qu'on n'a pas toutes les réponses comme ça, mais comme pour nous, ça dépend des individus parce qu'on a tous notre sensibilité différente. Et c'est ce que je regrette, par exemple, avec Internet. Tout à l'heure, je vous disais que Internet, voilà, c'est que, par exemple, je vais prendre l'huile de saumon. On dit, ouais, c'est mieux pour le poil, c'est mieux pour la peau. Oui. Est-ce qu'on vous dit à aucun moment, il faut vérifier que le chien n'est pas atteint d'une mutation du gène MDR1? Est-ce qu'on vous le dit? Non, on ne vous le dit pas. Sauf que ça peut être vachement grave. Parce qu'un chien qui a une mutation du gène MDR1 et qui ingère en grosse quantité de l'ivermectine, ça peut être super grave. Et ça, on ne vous le dit pas. Et c'est les dangers d'Internet. C'est qu'il y a à boire et à manger. Et alors, on voit de tout et de rien. Et on ne peut pas forcément appliquer ça à son animal parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Parce que chaque animal est différent. Donc, des contre-indications et des... Oui, bien sûr. Mais ben, peut-être que l'animal, il va très bien vivre et que ça va très bien se passer. Et peut-être que ça va très mal se passer, alors qu'on n'avait pas prévu ça, que c'est pas du chocolat, que c'est pas de l'avocat, que c'est pas tout ce qui est contre-indiqué. N'empêche que ça lui fait du mal. Ça peut être des olives et ça lui fait du mal. Voilà. Et je suis désolée de ne pas pouvoir donner de réponse plus claire, hein. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir des recettes magiques et aider les gens, mais c'est en naturopathie, c'est animal en tout cas. Bah, je suppose qu'humaine aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est important de poser cette honnêteté justement de non-définition absolue. Mm. Parce qu'il serait facile, comme vous l'avez soulevé, ben, comme ces exemples que l'on peut trouver sur le net de solutions miracles, il serait facile de dire ça et justement le fait de pouvoir et de se permettre, de s'autoriser à poser tout ça, c'est très important aussi. On arrive déjà au terme de cet échange. Florence, déjà, je vous remercie infiniment de toute la sincérité et de toute la franchise que vous mettez dans vos propos. Ça, c'est important aussi parce que ça permet aussi de démocratiser et de décloisonner le métier de naturopathe et encore plus le métier de naturopathe animalier, qui est une profession souvent mise en marge des professions vétérinaires. Oui. Je rappelle que vous avez une chaîne YouTube, que vous avez un site internet. Je mettrai tous les liens en barre de Ouais, description. c'est gentil. Voilà, je rappelle également que vous consultez en visio, ce que vous avez précisé tout à l'heure, mais Oui. également que vous vous déplacez. Alors, on va rappeler peut-être le bassin sur lequel vous vous déplacez. Bah, alors avant, c'était Roubaix et c'était 20 kilomètres autour de Roubaix. Maintenant, je suis délocalisée à Pont-à-Marc à côté de Seclin. Donc, ça va être 20 kilomètres autour de Seclin. Après, c'est 1 € du kilomètre. Mais en règle générale, j'ai des gens à Fréjus, j'ai des gens en Irlande, j'ai eu des contacts au Brésil, enfin au Luxembourg. Généralement, ça passe par la visio. Pour 90% des séances, c'est de la visio. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est moins chronophage. Il y a moins peut-être d'implication émotionnelle aussi. Il y a des personnes en période de Covid qui ont eu peur aussi, ce que je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis en place la visio. Il y a la distance géographique. On n'a pas le temps parce qu'on vient du boulot. La visio, c'est un très bon outil pour ça. Aussi pour rappeler que, où que vous soyez sur l'Hexagone ou à l'extérieur, vous avez la possibilité de consulter un Ouais. praticien comme vous, qui va permettre aussi d'aider à, peut-être pas résoudre, mais aider à faire avancer ce fil vers le mieux-être de ceux qui nous tiennent compagnie.
et qui ont beaucoup, beaucoup d'importance à nos yeux et qui, on espère, un meilleur état de santé, de plus en plus sain, de plus en plus naturel et qui vivent le plus longtemps possible à nos côtés, sachant que sur ça, nous n'avons pas d'impact, nous n'avons pas recours, Non. juste On permettre, n'a pas toujours la main, c'est voilà, sûr. nous ne pouvons que permettre de faciliter, de faire en sorte que l'animal soit le moins malade possible. Mm. Et comme vous l'avez dit au début, ça passe aussi par l'humain. Mm. Et arrêter aussi cet anthropomorphisme exagéré. Ça, c'est Voilà. important. Encore une fois, merci Florence. Merci de tout Merci ça. à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir à À tous. vous Au revoir aussi. Florence. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.